Depuis des mois, le malaise est palpable entre Donald Trump et Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine. Ce jour-là, en visite dans des nouveaux locaux de la Fed, Donald Trump dénonce le coût des travaux. Tentative de déstabilisation devant les caméras, petite phrase assassine, tous les coups sont permis contre Jérôme Powell. He's doing a lousy job. He's too late, always too late, a little slow. We call him too late for a reason. He should have cut him a year ago. He's too late. Le véritable problème du patron de la Fed, c'est qu'il résiste à Donald Trump. Le président américain réclame une baisse des taux d'intérêt pour relancer l'économie. Mais Jérôme Powell estime qu'il y a un risque d'inflation. Il reste inflexible, attaché à l'indépendance de la Fed. Nous faisons notre travail au service de tous les Américains. Nous ne sommes au service d'aucun politicien, d'aucune personnalité politique. Nous sommes uniquement pour un maximum d'emplois et des prix justes. Donald Trump espère reprendre bientôt la main en cherchant un successeur à Jérôme Powell qui terminera son mandat en mai 2026. Des proches du président américain sont déjà sur les rangs, de quoi inquiéter les milieux économiques jusqu'en Europe. C'est un danger très sérieux, l'équilibre de l'économie américaine et par voie de conséquence les effets que ça a dans le monde entier parce que c'est la plus grosse économie du monde seraient très préoccupants. Le gouverneur de la Banque de France estime même qu'il serait dangereux pour la démocratie de remettre en cause l'indépendance de la Fed. Alors Donald Trump peut-il s'emparer de la Réserve fédérale pour influencer la politique monétaire américaine? Y a-t-il un risque pour l'économie mondiale? Nos trois invités, Natacha Valla, bonsoir, économiste, ex-directrice adjointe à la Banque Centrale Européenne. Vous êtes doyenne de l'école de management et d'innovation de Sciences Po Paris. Et selon vous, si la Fed baisse ses taux, comme le souhaite Donald Trump, il y a un risque pour l'économie mondiale avec à la fois une hausse de l'inflation aux États-Unis et une perte de confiance des investisseurs dans le dollar. À côté de vous, Jésabelle Coupet-Soubeyran, bonsoir, maîtresse de conférences en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous publiez en octobre l'argent expliqué à ma mère et à son banquier aux éditions, excellent titre, aux éditions du Seuil. Selon vous, les manœuvres de Trump permettent de prendre conscience du danger, de voir un État imposer à tout prix ses vues à une banque centrale. Mais devons-nous, c'est ce que vous ajoutez, devons-nous pour autant nous soumettre à ce fétiche que sont devenues ces institutions? Et enfin, Gérald Olivier, bonsoir, journaliste franco-américain, dernier livre Cover Up autour de Joe Biden, du clan Biden, de l'Amérique et de l'État profond aux éditions Confidentes. Selon vous, la Banque centrale américaine n'a aucune légitimité démocratique. Elle est le symptôme de la technocratisation de la gestion politique. Elle n'a rien fait depuis 12 mois, vous ajoutez, alors que Trump veut une économie dynamique. Et on démarre ce débat avec le chiffre du jour. Oui, c'est le taux de chômage actuel aux États-Unis, 4,3%, et c'est son plus haut niveau depuis l'automne 2021. La première économie mondiale a créé 22 000 emplois seulement le mois dernier, un niveau bien inférieur à ce à quoi les États-Unis étaient habitués, selon la publication du service statistique du ministère américain du Travail. Gérald Olivier, est-ce que l'emploi, c'est une raison suffisante pour justifier cette ingérence de Trump dans la Fed pour vous? Alors, je ne parlerai pas d'ingérence, mais la Fed a 3 missions, la Réserve fédérale a 3 missions. La première, c'est de maintenir le chômage aussi bas que possible. La seconde, c'est de contrôler l'inflation. La troisième, c'est d'assurer la stabilité économique. C'est une agence qui a été créée en 1913 par une loi du Congrès qui n'existait pas avant, qui a été créée pour former une forme de réglementation bancaire et en fait, au départ, surtout aider les autres banques à éviter certaines faillites qui avaient des conséquences toujours, en réaction en chaîne sur l'ensemble de l'économie. Et donc, favoriser le plein emploi, c'est une des missions de la Fed. Et la Fed joue toujours, comme certains économistes, lorsqu'on favorise le plein emploi, on fait monter l'inflation. Et pour contrôler l'inflation, eh bien, on a une politique inverse qui va défavoriser l'emploi. Donc ça, c'est le mécanisme, je dirais, permanent des relations entre le politique et l'économique aux États-Unis. Jésabelle Coupet-Soubeyran, est-ce que la lutter contre le chômage, ça peut justifier d'utiliser la Fed comme levier d'action?
Alors, il y a plusieurs raisons, en fait. Avec une baisse des taux d'intérêt qui favorise l'activité économique. Il y a plusieurs raisons qui amènent Donald Trump à vouloir que les taux d'intérêt soient plus bas. Pour lui, si l'argent coûte moins cher, ce sera plus de business, de l'argent moins cher, donc plus d'investissement, plus de croissance. Plus d'emplois. Je pense qu'il a aussi conscience du fait qu'il y a des montagnes de dettes à rouler, aussi bien des dettes privées que des dettes publiques. Et si les taux d'intérêt sont élevés, eh bien, les dettes sont beaucoup plus difficiles à rouler. Si le taux d'intérêt baisse, ça permet de continuer d'emprunter pour rembourser les dettes passées. Et la dette, elle est énorme aux États-Unis. Il faut dire, nous, à côté, c'est rien, finalement, 3 600 milliards, c'est 10 000 milliards ou quelque chose comme ça. On a une dette privée aux États-Unis qui doit représenter un peu plus de 140% du produit intérieur brut américain et une dette publique qui représente 125% du produit intérieur brut américain. Bon, cela étant, les Américains, jusqu'à présent, ont le dollar et le bon du Trésor. Ça peut peut-être changer et peut-être que ça rendra les choses plus difficiles si tout ça s'abîme, mais ce sont des totems, en fait, pour les Américains. Et il y a une troisième raison qui amène Donald Trump à vouloir des taux plus bas. C'est que dans son analyse économique, dans celle de ses conseillers, eh bien, il considère que le dollar est trop élevé et que ça plombe la compétitivité des entreprises américaines. Donc, il fait pression pour avoir des taux plus bas. Cela étant, il y a des raisons de ne pas être d'accord. Et puis, ça dépasse largement, en fait, la question du niveau des taux, ce qu'est en train de faire Donald Trump. Alors, on aimerait savoir ce que votre voisine en pense. Vous avez été directrice adjointe à la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ces pressions exercées ? Alors, il faut savoir qu'une banque centrale, il faut vraiment rappeler la base, c'est que c'est une agence. La mission de la Banque centrale, c'est par délégation constitutionnelle en général, d'avoir la responsabilité de l'émission et surtout de la stabilité d'une monnaie. Ça, c'est une garantie pour la population dans son ensemble. Si je n'ai pas trop d'inflation, finalement, j'arrive à prévoir. Mon salaire a une valeur réelle qui ne se déprécie pas trop. Bref, cette maîtrise de la stabilité des prix, elle s'accompagne effectivement aux États-Unis d'un objectif lié à l'emploi, mais c'est un équilibre à trouver. Effectivement, comme ça a été annoncé, il y a un peu un plus d'un côté va vers le moins de l'autre. Donc il faut trouver cet équilibre. La raison pour laquelle la question des baisses de taux aujourd'hui aux États-Unis est problématique n'est pas forcément liée à la conjoncture. Peut-être que la conjoncture requiert une baisse de points, de 25 points de base à la prochaine réunion de septembre. Ça, sans doute, et je pense que ça peut s'argumenter avec de bons éléments. Le vrai problème, c'est que cette nécessité, elle est apportée par la voie du politique, Donald Trump, qui est censé avoir délégué par le biais d'une indépendance statutaire à une institution dont la raison d'être est précisément d'être indépendante de la volonté politique. Et donc, si la baisse de taux advient pour des mauvaises raisons, et effectivement, ces raisons ont été très bien énoncées, le financement de la dette à rouler, un peu plus d'activité économique, finalement, ça se porterait en positif par rapport à une politique de tarifs douaniers qui ne sera pas forcément, in fine, bonne pour l'économie américaine. Donc, ce sont ces mauvaises raisons-là qui sont, d'un point de vue presque éthique, en tout cas constitutionnel, problématiques. Alors, on va prendre un exemple avant que vous réagissiez. Je vous sens trépigner, Gérald Olivier. Avec Julia, précisément, on va évoquer Lisa Cook, une économiste de la Fed que Donald Trump s'est mis en tête de révoquer. Tout à fait. Alors, elle a 61 ans, Lisa Cook, et elle représente tout ce que Donald Trump déteste. C'est une économiste afro-américaine, née dans une famille militant pour les droits civiques. Elle est passée par d'abord le département du Trésor. Elle a ensuite été conseillère de Barack Obama et en 2022, sous Joe Biden, cette démocrate est devenue la première femme noire à siéger au Conseil des gouverneurs de la Fed avant d'être reconduite pour un nouveau mandat jusqu'en 2038. Sauf que Donald Trump, qui est en guerre contre la Banque centrale, a décidé de s'en prendre directement à elle. Fin août, il l'a accusée en fait d'avoir menti pour obtenir un prêt immobilier à un meilleur taux, puis il l'a limogée brutalement de son poste de gouverneur. C'est un fait sans précédent dans l'histoire de la Fed. Depuis, Lisa Cook a dénoncé l'illégalité de cette décision et a porté plainte contre le président américain. L'affaire sera probablement portée devant la Cour suprême. En attendant, 600 économistes, dont plusieurs prix Nobel, ont signé une lettre en soutien à Lisa Cook, lettre envoyée à la Maison-Blanche, où il parle, je cite, d'une menace contre le principe fondamental de l'indépendance de la Banque centrale donc américaine. Est-ce que cette action donc, du président américain d'avoir tenté de limoger cette femme, Lisa Cook, est-ce que selon vous c'est un abus de pouvoir? Non, pas du tout, puisqu'il en a le droit.
Il en a le droit et c'est inscrit dans les statuts, c'est inscrit dans la loi qui a donné naissance à la Réserve fédérale. Cette femme est membre de ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs. Les gouverneurs sont nommés par le président des États-Unis. Et il y en a 7. Et il a le droit, dans la loi, de les révoquer pour cause. Il a les droits de la loi de les révoquer pour cause. For cause, ce n'est pas précisé dans le texte original, mais la jurisprudence, parce qu'il y a eu d'autres incidents dans les années 30, ont précisé que cette fameuse cause, ça pouvait être soit le fait de ne pas venir travailler, soit d'être inefficace, soit être coupable de malfaisance. Or, ce que cette dame a fait, c'est un crime fédéral. C'est un crime fédéral de col blanc, c'est un crime fédéral commun, mais c'est un crime fédéral quand même. Son avocat parle de prétexte. Non, c'est pas du tout un prétexte, puisqu'on a les éléments. Elle a menti sur 2 applications pour des prêts immobiliers. Les prêts immobiliers, ils sont là, sa signature, elle est là, c'est indéniable. Il y a 2 choses à souligner qui sont très, très importantes pour moi. La première, c'est que ces faits datent de 2021. Donc, attendez. Ils étaient connus quand elle a été nommée par le président Biden. Et je suis surpris que personne, à l'époque, n'ait relevé fait. C'est une première chose. Une deuxième chose, il s'agit de prêts immobiliers sur des résidences principales et des résidences secondaires. Tous les Américains n'ont pas les moyens de se payer une résidence secondaire. On est dans un crime de riches. C'est du crime de col blanc. Et pour moi, c'est symptomatique d'une certaine corruption au sein du pouvoir. C'est ça le problème. C'est pas l'ingérence de Donald Trump. Isabelle Coupé-Soubeyran, vous direz. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je pense qu'effectivement, il s'agit d'un prétexte. Ce que cherche à faire Donald Trump, c'est à prendre le pouvoir, en fait, prendre le pouvoir de la monnaie, prendre le contrôle de la Banque centrale pour pouvoir, en effet, piloter les taux comme il l'entend, pour ensuite éventuellement faire en sorte que la Banque centrale achète des titres de dette américains pour financer plus facilement la dette américaine. Donc, ce que cherche à faire Donald Trump, c'est vraiment, en fait, réétatiser la Fed pour prendre ce pouvoir, monétaire. Vous avez fait une tribune pour dire ça peut nous interroger sur l'indépendance. Alors, oui, bien sûr, parce que si vous voulez, c'est pas un sujet tout blanc, tout noir. C'est pas pour ou contre l'indépendance. C'est-à-dire que là, il s'agit pas de défendre à tout crin l'indépendance des banques centrales au motif que Donald Trump tape dessus. Oui. Il y a bien, effectivement, à s'interroger sur l'indépendance des banques centrales à certains endroits, parce qu'en plus, si vous voulez, c'est une indépendance à géométrie variable. L'indépendance de la Fed n'est pas celle de la Banque centrale européenne. La question qu'on doit se poser, la question majeure, je ne sais pas si on arrivera à y répondre ici, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les banques centrales, telles qu'elles sont gouvernées aujourd'hui, agissent dans l'intérêt général? Est-ce que si Donald Trump prend le pouvoir sur la Fed, est-ce qu'il agira dans l'intérêt général? Je ne le crois pas. Et donc ça veut dire qu'il faut, si vous voulez, réfléchir à la gouvernance et il ne faut surtout pas laisser Donald Trump fermer le débat sur l'indépendance. Votre point de vue, ajoutons que le gouverneur de la Banque de France a dit que ce qui se passait aux États-Unis était un danger pour la démocratie. Vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je vais essayer de donner certains éléments. D'abord, le cas de Mme Cook, c'est un des... Non, mais ne revenons pas sur le cas de Mme Cook. Il y a quand même le cas de M. Miran qui est censé devenir peut-être la personne qui représentera la Fed au plus haut niveau à la suite Qui est un proche de Donald Trump. Voilà, et il est dans le board. Il a réussi à le mettre dans le board déjà. Et qui a des visions monétaires très, très hétérodoxes pour le moins et problématiques pour l'économie mondiale. Mais par rapport à la démocratie, tout cela a été bien pensé. L'indépendance des banques centrales, elle est arrivée pour certaines très tôt, pour d'autres un petit peu plus tard, comme la Fed, la Banque d'Angleterre, c'était avant, pour des raisons très simples. On voulait empêcher une situation où les États, pour financer leurs dettes, puissent prendre leur téléphone et appeler la Banque centrale, leur demander d'émettre de la monnaie pour financer cette dette. On a réussi à le faire par un biais de gouvernance assez pur, en fait, assez facile à comprendre, qui est l'indépendance. On vous donne un mandat, on vous donne un mode de fonctionnement, et tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre vos actions en accord avec ce mandat. L'indépendance ne veut pas dire l'absence de compte rendu aux instances démocratiques, loin de là. Y en a-t-il assez ? Il existe un système... Pose problème. On a beaucoup travaillé en zone euro, on a énormément travaillé sur ce sujet, puisque le président et la présidente de la Banque centrale européenne doit rendre des comptes auprès du Parlement européen. Ça m'a coûté des heures de travail dans ma jeunesse, où il fallait vraiment, de façon très très précise, articuler l'analyse économique de la façon la plus scientifique qui soit. Alors, est-ce que la Banque centrale doit prendre en charge des décisions que d'autres institutions démocratiques doivent prendre ?
Ça, c'est un vrai sujet. Et moi, je pense que non. Mais pour la question de la politique monétaire, c'est vraiment... Sur le danger pour la démocratie. J'ai souri à la question, excusez-moi, parce que si on lit certains journaux, tout ce que fait Trump est un danger pour la démocratie. Donc il n'y a rien d'original là-dedans. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, il y aurait un intérêt de la part de la politique pour Donald Trump de prendre un meilleur contrôle de la Réserve fédérale. Mais tous les présidents cherchent à faire la même chose. Et ce contrôle, il aura l'occasion non pas de le prendre, mais de le favoriser l'an prochain, puisque le mandat de M. Jerome Powell va expirer et qu'il ne sera pas renouvelé. Et qu'à cette occasion, Donald Trump pourra nommer Stephen Miran, qu'il a nommé gouverneur, et le faire passer de simple gouverneur à président du Conseil des gouverneurs. Donc il aura son influence sur la Fed à ce moment-là. Vous dites ça, mais alors il veut prendre le contrôle sur la Fed, mais ça ne fait pas une unanimité, y compris dans son camp. Écoutez, son conseiller économique, Kevin Hassett, est candidat aussi à la présidence de la Banque centrale américaine. Monetary policy, Federal Reserve monetary policy, needs to be fully independent of political influence, including from President Trump. The fact is that we've looked at countries that have allowed the leaders to take over the central banks, and what tends to happen is that it's a recipe for inflation and misery for consumers. And so central bank independence is something that Democrats and Republicans in the White House all agreed about. Isabelle Coupé-Soubeyran, voici un Trumpiste qui défend l'indépendance de la Fed. Oui, alors... Total. Peut-être plus que vous, encore, du coup. Non, mais si vous voulez, effectivement, il y a des pans d'indépendance à préserver. Et préserver la Banque centrale des interférences politiques de l'État, ça... c'est important. Et vous, tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il fallait rendre des comptes. Exactement. Ça, c'est insuffisamment fait. Exactement, ça j'y viens. Mais ça veut dire que l'indépendance vis-à-vis de l'État, c'est important. Il y a une autre forme d'indépendance qui est très importante et qui n'est pas du tout respectée dans la gouvernance actuelle des banques centrales. C'est l'indépendance vis-à-vis du secteur bancaire et financier. Et bien au contraire, d'ailleurs, dans les textes des banques centrales, on invite en fait à recruter les banquiers centraux plutôt parmi d'anciens banquiers. Vous voyez qu'en fait, quand les décideurs à la table de la Banque centrale, dans le board des banques centrales, sont issus du secteur bancaire et financier, eh bien, ils représentent des intérêts sectoriels. Et donc, ça veut dire que ce que ne représente pas suffisamment la Banque centrale aujourd'hui, c'est la société dans son ensemble. Et donc, pour que ça se fasse, ça, il faudrait... Il y a plusieurs solutions, mais il faudrait soit dans un schéma... On n'aura pas le temps de toutes les évoluer. Non, il y en a deux, ça va vite. Mais dans un schéma de démocratie représentative, il faudrait effectivement que ce dialogue avec les parlementaires soit beaucoup plus fort que ce qu'il est. Il est relativement fort aux États-Unis, il est faible en Europe. Le Parlement européen ne fait pas le poids devant la BCE. C'est bien dommage. Et sinon, il y a une autre voie. L'autre voie, c'est élargir le board de la Fed à des représentants de la société civile, qu'on n'est pas simplement des avocats, des banquiers. Est-ce que vous avez senti à un moment donné que vous n'aviez pas assez d'interaction avec la société civile, avec les vrais gens, j'allais dire? Figurez-vous que les banques centrales recherchent l'interaction avec la société civile. La Banque centrale qui ne veut pas dans ses fonctions, dans son mode de fonctionnement, elle recherche des compétences d'économistes, de régulateurs. Donc ces compétences-là, elles se trouvent un peu partout, dont effectivement dans le secteur financier. Ça, il faut l'accepter. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a ce transfert de compétences. Moi, je ne crois pas au conflit d'intérêts des banques centrales. Après, il y a une question qui est absolument centrale, c'est la question, dans le cas des États-Unis, de la remise en cause du rôle international du dollar qui est en train de s'effectuer par le biais de ces pressions politiques et qui vont finir par être... Ça peut avoir des conséquences pour nous, pour les économies européennes et même pour les économies mondiales? C'est sûr, de façon toute évidente, parce que ça peut avoir des conséquences sur le niveau des taux d'intérêt américains, ça peut avoir des conséquences sur la transmission de la politique monétaire américaine auprès des autres économies, et puis surtout, ça a des incitations qui sont très très tangibles, notamment pour les pays émergents, à s'isoler de la sphère dollar. Oui. Qui dit taux d'intérêt, c'est-à-dire pour acheter un logement et tout ça. Alors vous, au contraire, vous direz, Olivier, si les taux d'intérêt baissent là-bas, ça peut nous aider, nous aussi, en Europe? C'est vertueux? Si le taux d'intérêt baisse aux États-Unis, ça va relancer l'activité économique. Les États-Unis sont le premier importateur mondial. Pourquoi est-ce qu'ils ont un déficit commercial avec pratiquement tous les pays de la planète? Parce qu'ils consomment, et d'ailleurs ils consomment bien au-delà de leurs moyens. C'est la raison pour laquelle ils ont une dette publique et une dette privée qui sont toutes les deux énormes. Donc aussi bien la baisse du dollar renchérit le coût de nos exportations. Donc ça ne nous aide pas, nous, Européens.
D'accord. Par contre, une activité économique américaine plus dynamique, ça favoriserait nos exportations. Donc, bien sûr qu'on peut... Le jeu et l'influence, je dirais, ou l'incidence sont évidents. Et de fait, Jérôme Powell sera prêt à baisser ses taux d'intérêt là, dans quelques semaines. Donc, oui, parce que il donne raison, le patron de la Fed, il donne raison au président américain. Il y a cette problématique de l'emploi. Il y a cette problématique de l'emploi que vous évoquiez tout à l'heure. Mais encore une fois, les interférences de Trump dépassent très largement un débat sur le bon niveau du taux d'intérêt aux États-Unis. Mais si, c'est vraiment... Tous les présidents le font. Excusez-moi, je ne veux pas vous couper. C'est un débat sur la gouvernance des banques centrales. Il faut excusez-moi. Laisser l'État prendre la main sur les banques centrales, si vous voulez, en l'état, en fait, de nos démocraties. Mais pourquoi ça ne peut pas être un dialogue, pardon, Isabelle Coupé, entre le politique... Les intérêts ne sont pas les mêmes. Vous avez un intérêt politique à court terme et un intérêt économique à long terme. Il est trop peu visible pour la société civile, il est effectif et le travail est permanent. Non, le dialogue est insuffisant. On échange avec la sphère des représentants des peuples auprès des parlements nationaux et européens. L'indépendance... La Fed... On parle tous les trois en même temps. Oui, excusez-moi. Mais la Fed, alors c'est ma génération, je l'ai vécu littéralement, mais la Fed, pour moi, elle a véritablement émergé dans le contexte de l'économie américaine à la fin des années 70, quand le président Carter a nommé un monsieur qui s'appelait Paul Volcker à la tête de la Fed, avec pour mission de tuer l'inflation. Et à l'époque, on était entre plus 15 et 20% par an. Il a tué l'inflation, mais d'inflation, oui. Ouais. C'était les années 70. Vous nous rappelez le taux d'inflation aux États-Unis en ce moment ? Il est à 2,3. Ouais. Enfin, quand Nixon a demandé... Il est plus près de 3 que de 2, hein, c'est ça le problème. 2,7, c'est ça ? Il est plus près de 3 que de 2, et c'est pour ça que Jérôme Powell est assez hostile à baisser les taux d'intérêt. Mais il y a cette problématique de l'emploi. Le souci, quand même, si vous voulez, c'est qu'on a, notamment en Europe, une indépendance très technocratique. Alors justement, sur ce point-là, parce qu'on voudrait entendre votre voisine, est-ce que c'est très technocratique, cette indépendance-là, qu'elle n'est pas suffisamment, encore une fois, ancrée dans la réalité et qu'elle bloque l'économie mondiale, quelque part? Alors ça, je pense que pas du tout. C'est une indépendance qui s'ancre dans une expertise et dans une connaissance des mécanismes macroéconomiques. Donc ça, on ne peut pas mettre ça entre les mains de n'importe qui. Cela dit, ça ne doit pas empêcher... Oui, mais si, in fine, le résultat, c'est 15-20% d'inflation, ce qui, au bout du compte, va se retourner contre les sphères politiques, personne n'a intérêt à laisser filer cette notion de mandat et de délégation pour une entité qui reste, il faut le rappeler dans le contexte actuel, une entité du secteur public. Parce qu'on a aussi des discours aujourd'hui qui sont sous-jacents à ce qui se passe pour des émetteurs de monnaie du secteur privé. Et là, on entre dans une toute autre sphère. Mais la Banque centrale dans une autre histoire. Mais le débat doit s'encastrer vraiment bien davantage dans la société pour représenter... Dans la société civile. Merci à tous les trois d'avoir expliqué quelques points de façon extrêmement précise. C'était beaucoup plus clair. Merci encore.